suis Fabrice Vigoureux, donc j'ai été élu député en 2017, donc fin de la 4e année de ce mandat. C'est des mandats de 5 ans. Vous savez, on est 577 députés, il y en a 5-6 par département en moyenne, 6 dans le département du Calvados. Moi, je suis élu dans la première circonscription du Calvados, c'est-à-dire en fait c'est les 2/3 de la ville de Caen, à l'ouest, et puis 28 communes autour de Caen. Ça va jusqu'à Tilly-sur-Seul, Louvigny, Saint-Comté, enfin voilà, c'est toute la partie un peu ouest Caen. Alors quand on est élu, en fait, au départ, un peu comme quand on choisit des spécialités ou des options au lycée, on doit finalement se rattacher, et c'est un peu l'essentiel du boulot de parlementaire, on doit se rattacher à une commission permanente. Il y a plusieurs commissions, et selon en fait notre historique professionnel, notre trajectoire de vie, on peut être plus ou moins intéressé par des thèmes. Moi, j'ai choisi de travailler, enfin j'ai fait un choix pour m'inscrire dans la commission des finances. C'est-à-dire c'est celle en fait qui va travailler sur le budget de la France, à la fois en matière de prévision budgétaire, et puis aussi un regard tout au long de l'année sur l'exécution budgétaire et l'évaluation en fait des politiques publiques. Est-ce que ce qu'on avait prévu se réalise? Quels sont les écarts? Qu'est-ce qu'il faut ou pas améliorer en cours d'année ou ajuster en cours d'année? Donc ça, c'est toutes les questions qui nous intéressent. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, monsieur le député. Pardon, j'ai failli être en retard, mais j'espère que ça va bien. Vous êtes d'une ponctualité impressionnante. Alors... Non, je crois que j'ai 1 minute de retard. Pardon, et j'aurais aimé être avec vous à Caen, mais je suis content d'être en ligne. En tout cas, merci, parce que je sais à quel point vous souhaitiez être présent physiquement avec nous, mais on comprend et on mesure qu'à travers les fonctions qui sont les vôtres, on peut avoir en fait des moments d'urgence, des réunions qui se montent, et vous étiez donc invité par le président de la République à l'Élysée, et malgré la qualité de notre liaison ferroviaire Caen-Paris, c'était quand même extrêmement difficile pour vous d'arriver à temps. Alors, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir tenu, vous me l'avez exprimé, malgré cet agenda bousculé, à maintenir votre intervention et cet échange, ce dialogue avec des jeunes Canets qui sont issus de 5 lycées de notre territoire et qui sont particulièrement intéressés par les questions économiques et monétaires. Alors je voulais aussi remercier la MJC du Chemin Vert, son directeur Jérôme Demoulin, ses équipes, Salomé, Safouane, pour leur accueil chaleureux dans cette belle salle du Sillon, et puis le professionnalisme de leur accompagnement. Alors sont réunis, monsieur le gouverneur, dans ce lieu, des élèves du micro-lycée Jean Rostand, leur professeur Patrice Eustache, des élèves de la spécialité SES du lycée Charles de Gaulle avec leur professeur Franck Boiteau, et sont connectés en distanciel des élèves de 3 classes du lycée Jeanne d'Arc, spécialité SES aussi, ainsi que leur professeur Alexandre Brault, Mireille Le Guérinel et Marine Saubert-Vogel, et enfin une classe de l'Institut L'aumônier, spécialité ST2I, et leur professeur Olivier Dodigier. Alors, je voulais aussi, à travers cette courte introduction, tous les remercier pour leur engagement dans la préparation de cet échange, parce que ces élèves, monsieur le gouverneur, vous le savez, nous ont amenés par des nombreuses questions à structurer nos échanges de la façon suivante. Dans un premier temps, peut-être d'abord vous entendre sur finalement le rôle de la Banque de France, cette grande institution qui est souvent mal connue du grand public, et dont les missions, surtout depuis les nouvelles prérogatives et l'apparition de la BCE depuis 1998, sont parfois confuses. Je pense que certains élèves souhaiteraient vous entendre sur l'articulation entre la Banque Centrale Européenne et la Banque de France, et sur votre rôle d'influence et de conseil en matière de politique monétaire. Peut-être, je l'ai évoqué ici pendant notre temps de préparation, également
mentionner votre mission absolument prédominante en matière d'études et de diagnostic économique, ce que j'ai pu mesurer à travers pas mal d'auditions à la Commission des finances, l'extrême qualité de vos équipes d'économistes, le caractère extrêmement précis et documenté de vos analyses. Ensuite, comme nous l'avions dit lors de notre récent échange téléphonique, nous allons structurer nos propos à travers 3 grands thèmes qui regroupent beaucoup des questions de nos élèves. D'abord sur le bilan économique en sortie de crise sanitaire, parce que je pense qu'on peut commencer à parler de sortie de crise sanitaire, les perspectives de rebond de notre pays. Ensuite, deuxième thème sur les dispositifs de soutien public, sur la pérennité ou l'extinction progressive de ces dispositifs, sur le calibrage du plan de relance. Et puis enfin, un thème qui, bien légitimement, préoccupe beaucoup de nos concitoyens, et de nos jeunes concitoyens en particulier, c'est la question du niveau de la dette publique, de son caractère soutenable, puisque cette dette a forcément beaucoup augmenté dans cette année 2020. Donc 3 séquences de 20 minutes à la suite de votre introduction qui seront structurées, qui seront vitalisées par les questions de nos élèves, 5 questions par thème qu'ils ont préparées. Voilà, Monsieur le Gouverneur, nous vous écoutons en vous renouvelant nos plus vifs remerciements pour ce temps précieux que vous nous accordez. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, monsieur le député, d'avoir organisé cette rencontre, même si elle est à distance. Et puis, je remercie les professeurs, je remercie les élèves des 4 établissements. Et j'espère qu'on pourra avoir un échange très vivant, même si il n'est pas physique. Je crois que vous avez préparé des questions et on essaiera de garder un maximum de temps pour vos questions. Je vous dis peut-être rapidement, effectivement, ce que fait la Banque de France. Parce que tout le monde en a entendu parler, mais vous le disiez, monsieur le député, c'est vrai, elle n'est pas très connue, même si c'est une institution très respectable dans notre pays, parce qu'elle a été créée par Napoléon. Alors, on a beaucoup parlé début mai de Napoléon et du bicentenaire de sa mort, mais là, on va parler de son œuvre. Quand Napoléon prend le pouvoir, quelques semaines plus tard, en janvier 1800, il crée la Banque de France pour un peu remettre de l'ordre dans l'économie du pays et accompagner la croissance du pays après les années de la Révolution qui avaient apporté beaucoup de conquêtes, mais aussi pas mal de dérangements économiques. Alors, pour savoir ce que fait la Banque de France, le mieux, c'est peut-être de revenir aux 2 grandes missions que Napoléon confie à l'époque à cette nouvelle institution. La première, c'est la monnaie, c'est-à-dire il veut avoir une monnaie solide. Vous avez peut-être des souvenirs sur ce qu'on raconte sur la Révolution. Il y avait des assignats qui étaient des ancêtres des billets, mais qui n'inspiraient aucune confiance. Napoléon va créer une nouvelle monnaie qui s'appelle le franc germinal et qui va durer plus d'1 siècle, jusqu'à la guerre de 14. Alors aujourd'hui, notre monnaie, ce n'est plus le franc, c'est l'euro. Je reviendrai tout à l'heure sur notre rôle par rapport à la Banque centrale européenne, mais c'est la même chose, c'est une monnaie qui inspire confiance. 70% des Français souhaitent garder l'euro. Et puis, Napoléon confie une deuxième grande mission qui est de veiller au bon financement de l'économie. À l'époque, c'est beaucoup l'agriculture et le commerce. Depuis, se sont développés l'industrie et les services. Mais à travers, il n'y a pas encore beaucoup de banques à l'époque, on parle d'effets de commerce, mais aujourd'hui, ce sont les banques, les compagnies d'assurance qui assurent ce financement de l'économie et nous sommes chargés de les surveiller. Et c'est évidemment un rôle qui a beaucoup gagné en importance depuis la crise financière de 2008-2009. Et on le voit d'ailleurs dans cette crise Covid, je crois qu'une des satisfactions qu'on peut avoir, c'est que les banques françaises se sont avérées solides et ont continué à assurer ce rôle de financement. Voilà, donc on a gardé ces 2 grandes missions, une bonne monnaie et un bon financement de l'économie. Pour faire cela, nous sommes un peu plus de 9500 hommes et femmes qui sont installés sur tout le territoire. Dans chaque département, la Banque de France a une succursale. Et donc, nous avons une succursale active à Caen, dont le directeur est M. Danès. Et
les forces économiques, hein, les entreprises connaissent bien les partenaires de la Banque de France. Vous avez dit tout à l'heure, et je vous en remercie, que nous assurions des enquêtes économiques de très bonne qualité. C'était particulièrement important dans cette crise. Ben, nous pouvons le faire parce que nous connaissons bien les entreprises et nous les interrogeons. Alors, peut-être préciser encore deux choses à propos de la Banque de France. La première, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'Europe? Parce que depuis 1999, notre monnaie, pour les 19 pays de la zone euro, la France, l'Allemagne, l'Italie et puis quelques autres, c'est partager l'euro, et il y a une banque centrale européenne qui est à Francfort. Alors, quelquefois, on dit, mais maintenant qu'il y a une banque centrale européenne à Francfort, pourquoi est-ce qu'il y a encore une Banque de France chez nous? La réponse, c'est que ceci fonctionne comme un système fédéral. Nous parlons d'eurosystème. Il y a un centre, mais qui est relativement limité en taille à Francfort. Et quand il n'y a pas le Covid, moi, je suis tous les 15 jours à Francfort pour participer à ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs, où nous décidons ensemble. Mais dans chacun des pays de l'euro, il y a une banque centrale nationale, la Banque de France, c'est nous, qui prépare les décisions de la Banque centrale européenne en amont, et puis surtout qui les applique en aval. Et c'est un très gros travail d'exécution au plus proche des particuliers, des entreprises, etc. Et c'est un système qui fonctionne bien. Hein. C'est ensemble, nous sommes en charge de l'euro, mais c'est important de ne pas avoir tout au centre, d'avoir aussi des équipes sur le terrain. Et puis, l'autre point que je voulais dire, c'est que quand on dit Banque de France, quelquefois les gens pensent que c'est une banque. Une banque, vous savez ce que c'est vous déposez votre argent, et puis pour ça, vous avez une carte, un carnet de chèques, enfin c'est la gestion des comptes. Et puis, une banque peut vous prêter des crédits immobiliers pour les particuliers ou des crédits d'équipement pour les entreprises. La Banque de France n'est pas du tout une banque comme les autres. Vous ne pouvez pas y déposer votre argent et la Banque de France ne vous prête pas d'argent. C'est ce qu'on appelle une banque centrale dont les missions sont en fait très différentes. C'est une institution qui est 100% publique. Donc, la Banque de France vous appartient à tous. Elle appartient à tous les Français. Elle n'est pas là pour faire des profits ou pour être concurrente des banques commerciales. Elle est là, comme je le disais, pour les surveiller et pour assurer leur bon fonctionnement. C'est ça qu'on appelle une banque centrale à travers ces deux grandes missions sur la monnaie et sur le bon financement de l'économie. On aura sans doute l'occasion d'y revenir à propos de vos questions, mais je m'arrête là très rapidement pour présenter la Banque de France. Et j'enchaîne peut-être tout de suite sur, monsieur le député, si vous êtes d'accord, sur la première question que vous posiez, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui après 15 mois de crise Covid, qui a été une crise absolument terrible, sur le plan sanitaire, bien sûr, mais aussi avec des conséquences économiques. Heureusement, les choses vont mieux. On a eu une étape de déconfinement importante hier. Il y en a d'autres devant nous. Mais si vous voulez bien, on va voir ce que ça a donné sur le plan économique. On part d'un niveau 100, ça c'est ce qui se passait en février 2020, avant la crise Covid. Et puis ensuite, malheureusement, on a descendu beaucoup les marches, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup d'activités. Vous vous souvenez que le premier confinement, c'était à partir de la mi-mars. Donc, le premier mois de confinement entier, c'était le mois d'avril 2020. Et vous voyez que là, on est seulement à 69%. Pour le dire autrement, on avait perdu 31% d'activité. On n'avait jamais vu ça, au moins dans le gouvernement, on a très vite. Mais même à l'été dernier, on n'avait pas retrouvé le niveau d'activité pré-Covid. On était à 97, c'est-à-dire 3% en dessous. Et puis arrive le deuxième confinement de novembre. Là, à nouveau des restrictions, mais la chute économique est bien moindre qu'au mois d'avril de l'an dernier. À moins, nous avons appris à travailler tout en nous protégeant. On utilisait les masques, on avait des protocoles sanitaires dans l'industrie, on avait pour les services beaucoup de télétravail. D'une certaine façon, je suis en train de faire du télétravail là avec vous. Donc, on a pu continuer à produire tout en se protégeant sur le plan sanitaire. Ça fait quand même sur l'ensemble de l'année, vous le voyez sur la barre rouge, on a perdu en moyenne, la barre rouge c'est la moyenne sur l'année,
on a perdu en moyenne beaucoup par rapport à l'année précédente, on a perdu un peu plus de 8%. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2021, l'année dans laquelle nous nous trouvons? Le début de l'année, vous voyez, n'a pas été très, très différent de ce qu'on avait vécu fin 2020. Je ne rentre pas dans le détail des chiffres. Mais ce que nous prévoyons, c'est ce qui est en bleu plus pâle, c'est qu'on va progressivement retrouver le niveau d'activité pré-Covid. On l'aura complètement retrouvé quelque part au début de l'année prochaine. Vous voyez, là, on a mis 100 au deuxième trimestre 2022. Peut-être que ça sera un peu plus tôt. Donc, les choses vont dans le bon sens. Mais en gros, il aura fallu 1 an d'effet très rude de la crise et puis une deuxième année dans laquelle on est pour retrouver complètement l'altitude économique pré-Covid. Alors, ça donne un autre trait rouge en pointillé. Ça, c'est la moyenne 2021. Comme en 2021, on rattrape quand même une bonne partie des pertes d'activité de l'an passé. On devrait avoir une croissance forte en moyenne par rapport à 2020. C'est toujours par rapport à l'année précédente, hein, le trait rouge. Vous voyez, plus 5,5%. Ça vous paraît peut-être un peu abstrait, mais moins 8%, c'est la pire récession depuis 1945. Plus 5,5%, c'est la meilleure croissance depuis 50 ans. Hein. Donc, on a connu des montagnes russes, et on est heureusement dans la phase plus favorable, mais extrêmement marquée. On va peut-être illustrer ça, et puis je laisserai la place à vos questions sur ce bilan de la crise par le slide suivant. Le slide suivant, c'est de comparer un peu, d'abord si vous regardez à gauche, ce qui s'est passé dans les principaux pays européens et les États-Unis. Donc, c'est la perte d'activité en moyenne 2020. Vous retrouvez pour la France le chiffre qu'on voyait en rouge tout à l'heure, moins 8,2. Alors, on a fait en 2020 un peu moins bien que l'Allemagne, qui était à moins 5,3. DE, c'est l'Allemagne. Et si je regarde l'avant-dernière ligne, Z2, ça veut dire zone euro, c'est la moyenne des 19 pays dont je parlais, qui était à moins 6,7. En sens inverse, on a quand même fait mieux que l'Espagne et l'Italie. Je vais parler des États-Unis après, c'est la dernière ligne. Alors, le graphique de droite, il permet de comprendre pourquoi, en moyenne, on a fait moins bien, mais maintenant, on va faire mieux. C'est que ça, c'est la comparaison entre les pays trimestre par trimestre. Comment est-ce qu'on a plongé? La France est en bleu, l'Allemagne est en rouge, l'Italie est en vert et l'Espagne est en jaune. Et vous voyez que là, on a fait, et la moyenne de la zone euro, c'est le trait noir pointillé. Et vous voyez que le moment où on a fait moins bien, c'est ce fameux deuxième trimestre qu'on voyait tout à l'heure. Si vous vous souvenez, l'endroit où on avait beaucoup descendu les marches d'escalier, parce que là, honnêtement, on ne savait pas bien comment continuer à travailler tout en se protégeant. Les chantiers de construction étaient arrêtés, les usines tournaient à moitié, etc. On a appris depuis, mais on a eu un peu de retard par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays à l'époque. Par contre, à partir du troisième trimestre, là, vous voyez que la France remonte plus vite que les autres. Et on a fait, si j'étais dans une compétition sportive, on a fait le meilleur troisième trimestre d'Europe. Vous voyez la pente de la courbe bleue, là, on remonte très vite, on rattrape l'Allemagne en un trimestre. Là. Et quand je regarde où on en est à la fin du premier trimestre 2021, c'est les derniers chiffres qu'on a, vous voyez que la courbe bleue est même devant la courbe rouge. Donc, la France a une performance aujourd'hui meilleure que l'Europe. On avait fait moins bien au printemps dernier, on fait mieux depuis. Alors, reste un problème commun de l'Europe, qui est que globalement, en Europe, nous faisons moins bien que les États-Unis. Si je reviens dans le tableau de gauche, vous voyez la dernière ligne, pendant que l'Europe perdait 6,7%, les États-Unis n'ont perdu que la moitié de ça, à peu près 3,5%. Et si je reviens sur mon graphique de droite, les États-Unis, c'est la courbe pointillée bleu marine qui est tout en haut. Et là, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus hauts que les pays européens. On a beaucoup parlé du plan Biden, on y viendra peut-être dans vos questions, après le plan Trump, mais il y a aussi un dynamisme économique américain qui doit nous stimuler un peu, nous, Européens. Alors, ayant dit ça, les États-Unis ont aussi payé le prix de ça sur le plan sanitaire parce qu'ils ont des moins bons résultats que l'Europe pour combattre la pandémie. Voilà le paysage un peu résumé. Je laisse la place à votre première vague de questions.
Merci, Monsieur le Gouverneur, pour cette synthèse très claire. On va directement passer aux questions. On va enchaîner les 5 questions liées à ce thème. Et puis, comme certaines d'entre elles peuvent se rejoindre ou avoir quelques dénominateurs communs, on vous laissera répondre sur l'ensemble de ces 5 questions. On va démarrer par Gaël, du lycée Charles de Gaulle. Gaël, en vous rapprochant. C'est bon, vous me voyez bien? Bonjour. Bonjour Monsieur le Gouverneur, bonjour à tous. Donc pour le lycée Charles de Gaulle, avec le Covid, de nombreuses entreprises et de nombreux ménages connaissent de sérieuses difficultés financières. Pour les entreprises, les secteurs de la restauration, du commerce, du tourisme, mais aussi de l'aéronautique sont touchés. Les effets du Covid seront-ils conjoncturels ou peut-on craindre des effets sur le plus long terme? Merci à vous. Merci. On enchaîne avec Apollonie. Avec le Covid, les ménages ont beaucoup épargné. La reprise ne va-t-elle pas se heurter au fait que les ménages préfèrent épargner par précaution plutôt que de consommer? Et peut-on les amener à puiser dans cette épargne pour relancer l'activité? Merci beaucoup. Anaïs. Jean Rostand. Bonjour. Bonjour. Le déficit public de la France existe depuis plus de 40 ans. La crise sanitaire a conduit à plus de 10% du PIB. Il manquera donc 200 milliards d'euros à la France pour boucler son budget. Retrouver confiance dans l'économie est le titre de votre livre. Fait-il référence à une baisse du déficit? Dans ce cas, cela doit-il passer par plus de recettes ou moins de dépenses? Autrement dit, devons-nous craindre les politiques d'austérité pour espérer une croissance durable de plus de 2% qui n'a plus été atteinte depuis des années? Merci. En distanciel, nous avons Cyril pour le lycée Jeanne d'Arc. Bonjour Monsieur le Gouverneur, donc moi c'est Cyril. Bonjour. Ma question c'est, une crise de légitimité peut-elle découler de la crise sanitaire? C'est aussi une très bonne question. Est-ce que je peux vous demander, avant que vous partiez, pour vérifier que je comprends bien la question, crise de légitimité, c'est une crise de confiance dans les autorités publiques, politiques, etc. C'est ça auquel vous pensez vous? Oui, et également, est-ce que les ménages, par exemple, qui gagnent le plus, vont-ils accepter de continuer à payer pour les personnes qui gagnent le moins? D'accord, d'accord. Adrien pour ce même lycée Jeanne d'Arc. Bonjour Monsieur le Gouverneur, bonjour à tous. Bonjour. Alors, lors de vos projections macroéconomiques pour 2021-2023, vous avez évoqué un scénario favorable, mais aussi un deuxième plus sévère. Quelles seraient vos réactions si ce scénario sévère se produisait? Merci. Bon, merci à vous 5, parce que c'est vraiment 5 très bonnes questions. Je vais d'ailleurs de temps en temps être prudent dans la réponse. Je vais vous dire ce dont on est sûr, mais ce dont on est moins sûr, parce que dans une crise comme ça, sans précédent, vous pouvez imaginer que de temps en temps, on hésite un peu sur la réponse. Il faut quand même décider une action. On a essayé de décider les meilleurs possibles. On en parlera en deuxième partie. Mais il faut accepter qu'on ne sait pas tout. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre parce que et si vous voulez bien, je vais citer vos prénoms, même si je ne vous connais pas, mais je crois que c'est bon. La question de Gaël sur de nombreuses entreprises dans la restauration, le commerce, le tourisme qui sont touchées. Est-ce que ça, c'est des effets conjoncturels, comme disent les économistes, c'est-à-dire passagers, ou est-ce que ça va durer? D'abord, vous avez tout à fait raison. Et évidemment, les 2 graphiques que je vous ai présentés sont des moyennes. Mais il y a des différences très importantes selon les secteurs. Si vous vouliez, d'ailleurs, vous pouvez aller regarder les publications de la Banque de France parce que on donne les chiffres secteur par secteur. Et en gros, c'est assez intéressant de voir la répartition par secteur. D'habitude, quand il y a une crise économique, elle touche d'abord l'industrie. Là, elle a moins touché l'industrie parce qu'on a su trouver des protocoles sanitaires et continuer à travailler dans les usines. Il y a 1 ou 2 exceptions dans l'industrie. Il y a l'aéronautique
qui était cité dans la question de Gaël, et un peu l'automobile. Mais globalement, l'industrie va pas mal. Le bâtiment a été extrêmement touché dans le premier confinement. Ça, objectivement, c'est quelque chose qu'on a raté, mais maintenant, vous pouvez le voir d'ailleurs peut-être chez vous ou autour de vous, les chantiers ont repris et le bâtiment tourne normalement. Le problème, c'est beaucoup plus les services, et c'est normal parce que les métiers de service, c'est des métiers de contact. Et donc, quand on veut réduire les contacts, on touche plus les services. Mais à l'intérieur des services, le secteur qui souffre le plus, c'est les services à la personne, aux particuliers qui supposent le plus de contacts. Eh bien, café, hôtel, restaurant, tout ce qui est lié au tourisme et tout ce qui est lié à l'événementiel. Alors, donc, j'ai cité au passage, dans les secteurs vraiment victimes de la crise, l'aéronautique côté industriel et puis ceux que je viens de citer dans les services. Alors, est-ce que pour cela, c'est passager ou c'est durable? Je crois qu'il est un peu trop tôt pour le dire. Il me semble quand même qu'on peut avoir l'espoir que pour tout ce qui est lié aux hôtels, cafés, restaurants et au tourisme, c'est passager. Parce que, on l'avait vu l'été dernier, d'ailleurs la saison touristique a été bonne en France, quand les Français ont pu à nouveau circuler librement et consommer, ils ont vraiment massivement, ils sont partis en vacances, ils ont été dans les restaurants, etc. Et donc, on peut espérer un passager qui s'arrête, voilà, une fois que les restrictions sanitaires seront levées, quelque part dans l'année. Je vais être prudent parce que je pense que vraiment, ça sera fini à l'automne quand une grande majorité de la population sera vaccinée, mais on va franchir des étapes décisives là, d'ici la fin juin. Alors, simplement, c'est du passager qui aura duré. Si on est cafetier, restaurateur, lié au tourisme, pendant 18 mois, on a été fermé ou freiné. Et il peut malheureusement y avoir des entreprises, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos du soutien public, qui ont été trop touchées pendant cette période et qui, même s'ils ont à nouveau des clients, ne pourront pas repartir. Mais j'espère que ce sera une minorité. Et ces entreprises-là, il faudra les aider encore plus qu'on ne l'a fait. À l'inverse, un secteur comme l'aéronautique est probablement plus durablement touché parce qu'il était en très grande forme avant la crise Covid, mais là, les voyages se sont arrêtés et il y a des raisons qui font que probablement ils reprendront beaucoup plus progressivement. Les habitudes ont changé, je citais l'exemple du tourisme en France plutôt qu'à l'étranger, et puis il y a une conscience écologique encore plus forte qui fait que les gens prennent moins l'avion, ils le prennent sans doute moins pour des déplacements de courte durée, et les commandes d'avion, vous savez que ça se pilote plusieurs années à l'avance, sont probablement freinées pour plusieurs années. Ça ne veut pas du tout dire que l'aéronautique va s'arrêter, mais je crois que c'est un secteur qui changera durablement. Donc voilà pour répondre à votre question. Je viens ensuite sur la question d'Apollonie qui, elle, ne porte pas sur les entreprises, mais sur les ménages et l'épargne. Alors, d'abord, les ménages ont beaucoup épargné pendant cette crise. Ils ont été obligés de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé, en gros, pendant cette crise? Le pouvoir d'achat des ménages, le revenu, a été en gros préservé. Ça peut paraître très étonnant. On a une activité qui chute de 8%. Et les revenus sont en gros préservés. La différence, c'est les aides publiques massives qui ont eu lieu, qui ont été justifiées, même s'ils ont eu un coût élevé. On parlera du déficit après. Mais en moyenne, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les Français, mais en moyenne, les revenus ont pu être préservés. Par contre, les Français ont moins acheté. Parce que quand on était confiné chez soi, quand on ne pouvait pas aller au restaurant, quand on ne pouvait pas aller au cinéma, etc., évidemment, on consommait moins. Puis certains commerces ont été fermés à certains moments. La différence entre les revenus et la consommation, c'est ça qui fait l'épargne. Et donc, si avec les mêmes revenus, vous consommez moins, vous avez davantage d'épargne. Et ça a été un phénomène très important. Je vais donner des chiffres globaux. Nous estimons à la Banque de France que sur l'année 2020, la surépargne Covid, l'épargne supplémentaire, c'est à peu près 110 milliards d'euros. Ça fait un peu plus de 4%
du PIB, tout ça paraît sans doute un peu abstrait, mais je vais le dire autrement. Si les ménages décidaient soudainement de consommer ces 110 milliards, ça veut dire que la croissance prendrait 4% de plus. Vous vous souvenez de ce chiffre que j'ai montré en rouge, là, 5,5%, on passerait de 5,5 à 9, ce qu'on n'a jamais vu. Hein. Alors, ça ne se passera pas comme ça, parce qu'effectivement, l'épargne ne va pas se diverser d'un coup. Hein. Mais c'est un peu comme de l'eau accumulée derrière un barrage. Si vous ouvrez le barrage, si vous réouvrez l'économie, l'eau progressivement reprend son cours et va se déverser dans l'économie. Nous pensons que ça va prendre plusieurs années. Hein. C'est une réserve de croissance, je l'ai dit, d'au moins 4%, sans doute 5 ou 6% si j'ajoute encore l'épargne 2021, qui va soutenir l'activité dans les années qui viennent. Sauf si, et je crois que c'est la question d'Apollonie, sauf si les ménages continuent à vouloir épargner. Et ça, les économistes appellent ça l'épargne de précaution. L'épargne Covid, c'était l'épargne forcée, on n'avait pas le choix. L'épargne de précaution, c'est que vous avez peur de l'avenir et du coup, vous différez votre consommation et vous épargnez pour faire face aux coups durs futurs. Et donc, je crois que c'est important de rassurer les ménages en disant qu'il n'y a pas de raison d'ajouter encore de l'épargne pour des motifs de précaution. On va voir, ça va être une des questions très importantes des 2 années qui viennent. La Banque de France est raisonnablement confiante, raisonnablement optimiste, là aussi en regardant ce qui s'est passé l'été dernier. Quand les Français ont pu consommer, ils ont consommé. Hein. Et donc, je ne vois pas aujourd'hui de raison que progressivement, cette épargne Covid ne se déverse pas dans l'économie. Alors, il y a après la question d'Anaïs sur le déficit, et c'est un peu la symétrique de la précédente, parce que les aides publiques ont soutenu le revenu des ménages, mais évidemment, elles ont coûté en déficit. Les aides publiques, c'était des dépenses supplémentaires, il n'y avait pas plus de recettes qu'avant, il y en avait même moins, parce qu'il y avait moins de croissance, et ça fait du déficit. Quand vous avez plus de dépenses et moins de recettes, c'est du déficit additionnel. Alors, c'est complètement justifié. D'habitude, je vais peut-être vous faire sourire, mais la Banque de France et le gouverneur de la Banque de France, c'est des gens payés pour rappeler au sérieux, dire qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on ne gagne, etc. Et donc, c'est assez rare que nous disions qu'un déficit est justifié. Mais là, il l'était, parce que c'est une crise exceptionnelle, sans précédent. Et imaginez ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ces aides publiques pour les ménages et pour les entreprises. Il y aurait des centaines de milliers de PME qui auraient dû mettre la clé sous la porte, et il y aurait des millions de Français au chômage. Heureusement, on n'a pas eu ça. Hein. Alors, tant que la crise dure, il faut garder ces aides publiques. Heureusement, on va pouvoir les réduire petit à petit au fur et à mesure de la levée des restrictions sanitaires et de la reprise de l'activité. La question d'Anaïs, c'est qu'est-ce qu'on fait après et est-ce que, évidemment, on ne peut pas garder ces déficits à environ 10% du PIB chaque année, parce que ça veut dire une dette publique qui s'accroît, et qu'un jour, on ne pourrait plus rembourser. Et donc, quand on sera sorti de la crise, il faudra réduire les déficits et il faudra commencer à réduire la dette publique. On y reviendra peut-être, monsieur le député, dans la 3e partie tout à l'heure, je crois qu'on a prévu de parler de la dette publique, mais je dis tout de suite une chose par rapport à la question d'Anaïs. Je ne crois pas qu'on puisse le faire en augmentant les recettes. Les recettes de l'État, c'est les impôts, il faut bien dire. Or, nos compatriotes, les Français, ils n'ont pas envie de payer plus d'impôts, ils trouvent déjà qu'ils en payent beaucoup. Donc, il faut arriver à dépenser un peu mieux. Je ne dis pas dépenser moins, je ne dis pas qu'il faut faire des coupes sauvages dans les dépenses. Dépenser mieux, ça veut dire qu'il faudrait arriver à stabiliser les dépenses. Or, jusqu'à présent, elles continuent à augmenter. Et ça, je crois que c'est la réforme de l'État. On peut faire mieux fonctionner les grandes administrations, on peut mieux faire fonctionner la protection sociale, l'assurance maladie ou l'assurance retraite. Ce n'est pas facile, mais on en reparlera sans doute tout à l'heure. Gouverneur, si je peux me permettre, oui. Dans le prolongement de la question d'Anaïs, il semblerait qu'on ait quand même bien appris de la crise financière de 2008, puisque après cette crise, on a voulu, de manière peut-être trop rapide,
restaurer les comptes publics. Tout à fait. On a finalement grevé la croissance pour plusieurs années. Donc, il y a aussi un apprentissage, finalement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, l'économie, si j'ose dire, c'est un peu comme la cuisine. Hein. C'est une question d'équilibre. Il faut y aller ni trop fort, ni trop doucement. En 2011, après la première crise financière, on y avait été trop fort. C'est-à-dire qu'on a relevé les impôts très vite et on a voulu réduire le déficit trop vite. Et du coup, on a freiné trop tôt la croissance. Il ne faut pas non plus y aller trop doucement, parce que si on attend trop longtemps, l'économie, elle va bien, et puis on continue à vivre au-dessus de ses moyens, on maintient des aides qui ne seraient pas nécessaires, et ça se traduit pour quelque chose qui est très grave pour votre génération, hein, dont on parlera en dernière partie, c'est que tout ça, c'est de la dette qu'on vous transmet. Hein. Voilà. Ce n'est pas très gênant pour ma génération de faire des déficits et de faire de la dette, parce qu'il faudra la repayer 10 ans ou 20 ans après. Ce sera vous qui serez au travail, ce ne sera plus moi. Hein. Voilà. Donc, il faut quand même éviter d'attendre trop longtemps. Mais c'est une question d'équilibre. Sur la question de Sybille, sur la crise de légitimité, alors c'est une question de nature plus politique. Hein. Est-ce qu'il y a un risque que, pas seulement en France, hein, dans beaucoup de pays, les difficultés sanitaires et puis les difficultés économiques débouchent sur une contestation politique, une contestation sociale. Alors, Sybille citait des ménages riches qui ne veulent plus payer pour les ménages pauvres. J'espère que ça n'arrivera pas parce que ça serait très égoïste que ceux qui s'en sortent le mieux ne veulent plus payer. Mais ça peut être dans l'autre sens aussi, hein, que ceux qui souffrent le plus disent voilà, nous, on veut notre place au soleil. C'est là que je crois que la démocratie est là, que les élections, heureusement, vont pouvoir parler. Et ça me frappe dans tous les pays. Hein. Il se trouve que par mon métier, je vois les autres pays européens, puis je regarde les États-Unis. C'est que partout, les autorités gouvernementales ont dû faire des choix difficiles. Et parfois, elles ont fait des erreurs. Hein. Ça a pu arriver en France, c'est arrivé en Allemagne. Je peux dire qu'en Allemagne, ils étaient mieux partis, là, souvenez-vous de ce que je disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le gouvernement est assez contesté. Hein. Regardez la gestion de la crise par M. Trump aux États-Unis ou M. Johnson en Angleterre. Ils ont eu énormément de morts l'année dernière, hein, plus que nous. Donc, je crois que c'est très important qu'il y ait un débat politique, que les différents partis puissent dire, il ne faut pas seulement critiquer, hein, il faut dire, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, pourquoi j'aurais fait mieux, et puis que les citoyens choisissent. Une fois que ce débat a eu lieu, par contre, ça, c'est la loi de la démocratie, c'est qu'on respecte tous la règle commune. Voilà, mais je crois que votre question renvoie à un vrai défi politique que nous allons avoir. Et puis, je termine par la question d'Adrien qui demandait, il y a un scénario favorable, mais c'est vrai, dans nos prévisions de l'année dernière, nous avions mis aussi un scénario plus sévère. Plus sévère, c'est ce qui se passerait s'il y avait des restrictions sanitaires qui dureraient en gros jusqu'à la fin de l'année 2021. Si vous vous rappelez de ce que j'ai montré sur les marches d'escalier, dans le scénario plus sévère, on ne remontait pas du tout. On restait au niveau de fin 2020, début 2021, toute l'année. Alors là, il n'y avait pratiquement pas de croissance. Je crois maintenant pouvoir dire aujourd'hui que ce scénario plus sévère est devenu très peu probable parce qu'il y a la vaccination, parce qu'il y a les progrès et qu'on le voit à peu près partout, la vaccination, ça marche hein, pour faire reculer le virus. Donc voilà, j'espère que nous ne verront pas ce scénario plus sévère. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne sur les aides ou... Oui, monsieur le gouverneur, on est parfaitement dans le timing. D'accord. On pourra peut-être d'ailleurs tout à l'heure, et ça m'évitera d'être trop long, que je réponde directement à chacune des questions parce que c'est des très bonnes questions, sans les regrouper. Mais on va dire, si vous voulez bien, quelques mots sur qu'est-ce qu'ont été ces fameuses aides publiques dont on a parlé et qui ont évité vraiment que cette crise très rude, hein, sans précédent, touche trop les familles et les entreprises. Alors, là aussi, je ne sais pas si on peut voir, c'est la page 6 de ma présentation. Voilà le slide suivant. Il y a d'abord eu un très gros dispositif alors on dit chômage partiel, il vaudrait mieux dire activité partielle, si on peut voir, voilà. Et vous retrouvez le même code couleur, c'est le nombre de millions de personnes qui ont bénéficié de ce soutien à l'activité partielle. Vous savez ce que c'est
l'entreprise doit réduire son activité, mais au lieu de licencier ses salariés, elle les garde, elle réduit le nombre d'heures, et vous avez probablement parmi vos proches ou dans votre famille des gens qui ont dû être au chômage partiel. C'est pas facile, mais il y a pendant ce temps-là l'essentiel du salaire qui est versé, 100% dans beaucoup de cas, et il y a le lien avec l'entreprise qui est maintenu. Et quand vous voyez ce qui s'est passé, alors Allemagne en rouge, France en bleu, Italie en vert, Espagne en jaune, vous voyez que ces dispositifs ont beaucoup monté au printemps 2020, très vite, et c'est en France qu'ils ont le plus monté. Quand vous regardez le bleu, c'est en France qu'il y en a eu le plus, même plus qu'en Allemagne. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la reprise de l'été 2020, ils ont naturellement reculé. Alors tout ça a eu un coût, mais je crois que c'était un très bon dispositif qui a permis à la fois de maintenir le lien avec les entreprises et puis de maintenir le revenu des ménages. Du coup, on peut regarder ce que ça a donné sur le slide suivant. C'est que le revenu disponible des ménages, alors c'est une moyenne, je ne dis pas que c'est le cas pour chaque famille, mais dans les statistiques, on commence par regarder la moyenne, puis après on regarde plus en détail les situations de chaque catégorie. Mais vous voyez avec le même code couleur qu'en France, ce revenu disponible a même un petit peu augmenté en 2020 par rapport à 2019. C'est le cas pour la moyenne de la zone euro. Malheureusement, c'est moins le cas en Italie et en Espagne parce que là, les aides publiques et notamment le chômage partiel y ont été moins forts. Vous voyez aussi que si je regarde à droite le taux de chômage, alors ça peut paraître très bizarre, le taux de chômage n'a pas augmenté en France, il a même légèrement reculé. Alors, ça, c'est très étonnant. On a une activité qui diminue beaucoup, 8%, une récession comme on n'avait jamais vu, et il n'y a pas plus de chômeurs. Alors, il y a à ça une mauvaise et une bonne explication. La mauvaise explication, c'est qu'il y a moins de gens qui ont été s'inscrire au chômage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas en difficulté, mais d'abord, parfois les gens restaient chez eux, c'était difficile d'aller s'inscrire, les guichets de Pôle emploi étaient parfois fermés, et donc le dénominateur, si vous voulez, le nombre de gens qui recherchent a un peu diminué. La bonne raison, qui elle est un facteur positif, c'est ce que je disais sur l'activité partielle, c'est que les entreprises ont réduit leur activité, mais elles n'ont pas réduit leur nombre d'employés. Il y a eu moins d'heures par employé, mais ça a été indemnisé et puis ça a permis de repartir plus vite. Donc ça, je crois que ça a été efficace. J'aurais dû le dire tout à l'heure, la Banque de France est complètement indépendante du gouvernement, mais je peux dire que les mesures économiques qui ont été mises en place par le gouvernement, particulièrement en France, ont été les bonnes, ont été rapides, ont été efficaces. Alors ensuite, je vais terminer ceci par... Je vais sauter sur le slide suivant qui parle des missions de la Banque de France parce que c'est un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et je vais aller au slide suivant sur la confiance des Français dans l'euro. Alors ça, c'était pour nous très important, c'est qu'au milieu de cette crise, où les gens avaient peur de beaucoup de choses, il n'y avait pas beaucoup de confiance et on peut les comprendre. Il y avait des inquiétudes, la confiance dans la monnaie est restée très forte. Vous voyez, 70% des Français ont confiance dans l'euro, 79% des Européens et même 82% des Allemands. Et nous, la Banque centrale, nous avons participé aux mesures publiques et nous avons essayé de contribuer à contrer cette récession terrible. Et nous l'avons fait avec ce qu'on appelle une politique monétaire de soutien. Alors, la politique monétaire, c'est notre responsabilité. Ça consiste à fixer les prix de la monnaie, c'est-à-dire les taux d'intérêt, et à fixer les quantités de la monnaie, ce qu'on appelle les liquidités, qui vont dans l'économie et qui servent à financer les entreprises et les ménages. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous des spécialistes de la politique monétaire, mais je vais rester très simple. Soutenir l'activité dans une crise comme ça, pour nous, ça consiste à avoir des conditions très favorables pour la monnaie, des taux d'intérêt qui sont très bas, des prix très favorables, et des quantités qui sont abondantes. Et nous avons pris toute une série de décisions exceptionnelles dès mars 2020 qui ont aidé à maintenir le bon financement des entreprises et des ménages. Quand il y a une crise comme ça, c'est souvent une grande crainte, vous avez peut-être entendu dire comme ça, c'est que le robinet du crédit s'arrête, que ceux qui ont besoin de se financer ne peuvent plus. Là, tout le monde a pu se financer,
grâce à cette politique monétaire très favorable. Et je dis un tout petit mot du slide suivant. On va progressivement sortir de la phase d'urgence, heureusement, parce que l'économie va réouvrir. Mais la réouverture, le redémarrage, si on peut afficher l'ensemble du slide tout de suite, c'est pas... Ah oui, alors là, on a été un tout petit peu trop loin. Si on peut faire un retour arrière, merci beaucoup. Ce n'est pas un redémarrage à l'identique. Je crois que c'est une reconstruction un peu différente et d'une économie qui soit meilleure. Elle doit être plus verte, plus écologique, plus soutenable. Elle doit être plus numérique, évidemment. On a tous développé le digital et le télétravail pendant cette période. Et elle doit être plus qualifiée. Ça, c'est la bataille prioritaire pour vous. La meilleure chance qu'on puisse donner à un jeune, c'est évidemment de lui donner des compétences. À travers l'éducation générale, à travers l'apprentissage, à travers la formation professionnelle. Et non seulement on donne des chances aux jeunes, mais on donne des chances à l'économie. Parce que ce qui peut manquer dans l'économie, c'est des compétences. Et si la France a trop de chômage, c'est surtout parce qu'on n'a pas assez de compétences. Il y a d'un côté des entreprises qui cherchent des bras, et puis il y a de l'autre des jeunes qui sont au chômage parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences recherchées par les entreprises. Donc la bataille de la qualification et de l'éducation est complètement clé. J'espère que dans la reconstruction, il y a un plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement pour 100 milliards d'euros, c'est une grosse somme. On peut avancer sur ces 3 transformations que j'ai mis en vert, bleu et jaune, et je m'arrête pour cette deuxième introduction. Merci, monsieur le gouverneur. Alors, sur ce deuxième thème, on a une première question, lycée Charles de Gaulle. Je ne sais pas votre prénom. De Chloé. Zoé, pardon. Est-ce qu'on passe aux questions? Oui, monsieur le gouverneur, vous avez une question de Zoé, du lycée Charles de Gaulle. Bonjour. Durant la crise du Covid, les États ont dû accroître leurs dépenses publiques pour maintenir l'activité et maintenir le pouvoir d'achat des ménages. Les déficits ont donc beaucoup augmenté. À quoi ont servi les banques centrales durant la crise et comment peuvent-elles accompagner les États pour relancer l'économie? Merci. Alors, est-ce que je réponds tout de suite, monsieur le député? Oui, si vous voulez, ça sera... Peut-être, et je vais essayer de ne pas être trop long, mais là aussi, c'est une très bonne question. Quand nous mettons des taux d'intérêt très bas, nous aidons les États à financer tout ce que Zoé vient de dire. Parce que les États, ils doivent emprunter pour faire face à toutes ces dépenses exceptionnelles. Et là, je vais vous raconter très concrètement comment ça s'est passé au mois de mars 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand le virus est arrivé en Europe, il est arrivé d'abord en Italie. En gros, 15 jours avant l'Espagne, puis la France. Et l'Italie s'est trouvée dans une situation vraiment très difficile, c'est qu'il devait emprunter plus, ne serait-ce que pour faire face aux dépenses de santé. Et en même temps, il y avait une espèce de défiance des marchés financiers qui fait que les taux d'intérêt italiens avaient beaucoup monté et le pays qui devait emprunter le plus était le pays qui devait emprunter le plus cher. Ça n'allait pas. Et donc, nous avons pris des premières décisions favorables de la Banque centrale européenne. J'étais encore à Francfort. Je vais vous dire les dates parce que je m'en souviens. Et c'est des jours qui marquent évidemment dans la vie d'un décideur. Le 12 mars 2020, c'est mon dernier conseil des gouverneurs à Francfort. Je n'ai pas été depuis physiquement. On prend des premières mesures favorables. Et elles ne suffisent pas face à la pandémie qui monte, qui s'accélère très vite. Et du coup, 6 jours après, le 18 mars, vous pouvez regarder dans votre agenda, c'est un mercredi, nous faisons un conseil des gouverneurs au téléphone, complètement à distance. Chacun de nous était enfermé chez lui. Souvenez-vous, c'était un confinement très strict. Et de façon totalement confidentielle, cette réunion n'était pas prévue. En 3 heures, nous avons pris des décisions extrêmement fortes, supplémentaires, pour faciliter les emprunts des États sur les marchés financiers. Pas seulement l'Italie, l'Espagne, la France, etc. Et on a décidé une création monétaire, des liquidités supplémentaires pour 750 milliards d'euros. Alors vous pouvez vous demander, mais comment est-ce que la Banque centrale fait comme ça pour créer tout à coup 750 milliards d'euros? C'est la définition d'une banque centrale, elle peut créer de la monnaie. Mais c'est toujours de l'argent qui est prêté
pour quelques années, en général, c'est de l'argent qui doit être remboursé. Ce n'est pas de la création de richesse durable comme celui qui résulte de notre travail ou de la croissance économique. Et c'est une façon d'aider, pour répondre très directement à la question de Zoé, quand la situation le justifie, et là vraiment il y avait un gros besoin du côté des États, il y avait aussi, on peut se dire, mais quelle est la limite comme ça à cette création monétaire, pourquoi 750, pourquoi ça ne serait pas plus? La limite, c'est que nous devons garder la valeur de la monnaie. Si on en créait trop, il y aurait de l'inflation, et nous sommes les gardiens d'une inflation qui reste autour de 2%. Mais tant que l'inflation est inférieure à 2%, ce qui était le cas en Europe à l'époque, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, nous avons la capacité d'aider de cette façon. Très bien. Mathéo qui va nous rejoindre pour une deuxième question sur ce thème. Bonjour. Bonjour. Alors, comme vous l'avez dit précédemment, la France prévoit un plan de relance de 100 milliards d'euros, soutenant les ménages et les entreprises. Selon vous, est-il préférable de soutenir prioritairement l'investissement des entreprises ou la consommation des ménages? Et comment éviter que l'argent de ces relances amène un retour de l'inflation et des bulles spéculatives sur les marchés financiers? Merci. Bon, là aussi, c'est une très bonne question et qui est pas facile. Elle a souvent une composante assez politique que vous avez peut-être entendue. En gros, il y a ceux qui disent qu'il faudrait aider plus les ménages, les particuliers, les familles. Et puis, il y a ceux qui disent qu'il faudrait aider plus les entreprises. Je crois que la bonne réponse, c'est d'aider les deux, mais de façon un peu différente. Et c'est ça qui a été fait en France. Les mesures d'urgence en 2020, celles que je vous ai montrées tout à l'heure sur le graphique, c'est-à-dire notamment le chômage partiel et puis, vous vous souvenez peut-être, le fonds de solidarité qui existe toujours d'ailleurs pour les petits commerçants ou les indépendants qui ont dû fermer. Ça, c'est des mesures avant tout vers les ménages. Il se trouve qu'elles font à peu près 100 milliards d'euros. Et il fallait faire ça, il fallait préserver le revenu des ménages. Et puis, le plan de relance dont j'ai parlé à propos de mes, si vous vous souvenez, là, les 3 bulles de couleur, c'est aussi à peu près 100 milliards. Ça va être dépensé un peu plus tard, 2021, 2022, 2023, et c'est davantage tourné vers les entreprises. Et c'est pour les aider à repartir. Repartir, ça veut dire avoir un appareil de production efficace, investir dans la transition numérique, dans la transition écologique, dans les compétences. Je reviens toujours à mes 3 transformations de couleurs. Alors, au moment où le plan de relance a été présenté, à l'automne de l'année dernière, il y a eu un peu de série de critiques. Il y a toujours les deux. Il y a ceux qui ont dit « vous ne devriez pas aider les entreprises, mettez-en plus du côté des ménages ». Je crois que ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que si on en met beaucoup plus du côté des ménages aujourd'hui, il va se passer ce qu'on voyait dans la question, je crois, d'Apollinie ou d'Anaïs tout à l'heure, ça donnera plus d'épargne. Et ça, à court terme, ça n'aidera pas du tout l'activité. Et puis, il y a ceux dans l'autre sens qui ont dit, notamment du côté des entreprises, qui ont dit « 100 milliards, ce n'est pas assez, il faut faire plus, regardez ce que fait M. Biden aux États-Unis ». Bon, moi, j'ai tendance à penser que c'est un assez bon équilibre. Et qu'en tout cas, les aides publiques, elles marchent sur 2 jambes, et chacune des jambes fait 100 milliards. C'est des très grosses jambes. Les mesures d'urgence vers les ménages, 100 milliards, surtout l'année dernière, mais ça continue un peu cette année. Et puis, les mesures de soutien à l'investissement, à la production du côté des entreprises, 100 milliards. Et donc, par rapport à la question de Mathéo, il faut les deux, il faut le bon équilibre. Il y avait après, à la fin de la question, se demander si tout ça risquait pas de nourrir la spéculation sur les marchés ou l'inflation. Alors ça, l'inflation et la spéculation, c'est notre rôle. De surveiller, vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure en prenant l'image de la cuisine, pardon, elle est imparfaite, ni trop fort, ni trop doucement. Quand il y a une crise comme ça, faut quand même soutenir. Mais si vous soutenez trop, ça conduit à une surchauffe de l'économie, ça s'appelle l'inflation.
ou à une surchauffe des marchés financiers, ça s'appelle la spéculation. Nous surveillons ça. Aujourd'hui, nous n'en voyons pas les signes. Mais c'est un gros débat aux États-Unis. Les États-Unis ont fait encore plus que nous et ils ont aujourd'hui une inflation qui dépasse nettement les 2%, elle dépasse les 4%. Il y a des gens qui commencent à dire « Attention, vous en avez fait trop, c'est la surchauffe, donc il faut commencer à réduire le soutien » ou du côté de la Banque centrale, resserrer un peu la politique monétaire, ça veut dire remonter le taux d'intérêt ou diminuer la quantité de liquidité. Nous, en Europe, nous n'en sommes pas là. Je ne pense pas qu'on ait ce risque pour l'instant. Je pense que voilà, l'équilibre de la politique économique est le bon. Très clair, merci. Les questions de Jeanne d'Arc. On a Alice à Jeanne d'Arc en distanciel. Bonjour. Alors, ma question est, comment peut-on combiner un développement durable, l'écologie, et une économie toujours plus digitale et numérique? Alors, c'est aussi une question très importante et je salue vraiment la qualité de votre travail préparatoire, parce qu'à travers vos questions, on couvre les grands défis du moment. D'abord, je vais partager avec vous une bonne nouvelle, enfin le sentiment d'une bonne nouvelle. Je crois qu'on est tous sensibles à la cause du climat et que c'est la cause la plus sérieuse qui soit. Il y avait un risque, il y a 1 an ou 15 mois, quand le Covid est arrivé, qu'on nous dise, écoutez, priorité Covid, crise, le climat, on en reparlera plus tard. En fait, ce n'est pas ce qui se passe. Et je suis frappé que la cause climatique a plutôt été accélérée par la pandémie. On a en plus eu un facteur très favorable, c'est l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Je peux vous dire, je participe à beaucoup de réunions internationales, elles sont en ligne, ce qu'on appelle le G7, le G20, mais l'ambiance a complètement changé sur le climat depuis janvier dernier. Alors après, la question d'Alice, c'est OK, mais est-ce que c'est compatible avec le développement du numérique? Alors je crois quand même que oui, même s'il faut faire attention. Je m'explique. Le numérique peut contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Quand vous diminuez les déplacements, moi je vais vous citer un exemple, j'ai un métier qui m'exposait à prendre beaucoup l'avion. J'essaie de prendre le train aussi souvent que possible, mais quand je vais à Francfort, j'essaie d'aller en train, mais je ne peux pas toujours, et quand je dois aller aux États-Unis, je prends l'avion. J'ai dû prendre 1 fois, 2 fois l'avion au maximum depuis 15 mois. Et j'ai pu faire ça grâce au numérique, c'est-à-dire qu'on a continué à travailler en étant à distance. Ce n'est pas aussi bien, on n'a pas la même qualité de contact, etc. Mais là, le numérique aide à diminuer l'empreinte climatique et je pense qu'on ne reviendra pas tout à fait au même niveau de déplacement en avion qu'avant. Je le disais à propos de la crise aéronautique. Alors pour autant, il faut faire attention, bien sûr. On sait tous que trop de mails, d'abord c'est de la charge mentale, mais c'est aussi de la consommation énergétique. Ou pour prendre un exemple, alors qui est très d'actualité ces jours-ci, que le Bitcoin, c'est une catastrophe écologique. Et que les fameuses fermes de Bitcoin, vous savez, les mineurs en Chine, c'est une catastrophe écologique. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut surveiller d'assez près le Bitcoin pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons écologiques. Donc, à nous de trouver le chemin d'une croissance qui soit écologique. Je le dis tout de suite, j'espère que je ne vais pas vous choquer, je ne crois pas à la décroissance. Parce que c'est très douloureux, la décroissance. Ça veut dire plus de pauvreté, plus d'inégalité, plus de chômage. Par contre, je crois à une croissance différente, plus écologique, et je pense que les innovations techniques nous aident à ça. Je pense que c'est vrai, en réponse à votre question sur le numérique, il y a un bon usage du numérique au service de la transition climatique, à nous d'aller vraiment dans ce sens-là. C'est très important que l'Europe rattrape son retard numérique, parce que c'est quand même un atout des États-Unis dans la crise. Vous vous rappelez ces chiffres que j'ai montrés tout à l'heure. Et en 2021, les États-Unis vont aussi rebondir plus vite que l'Europe. Il ne faut pas que le digital, ça soit le monopole des États-Unis ou du sud-est asiatique. Et ça doit être aussi un atout pour nous. Et je crois que ça peut être un atout pour la transition écologique. Merci, Monsieur le Gouverneur. On va enchaîner avec les deux dernières questions de Jeanne d'Arc. Walia, d'une part, Adrien, d'autre part. On a pris un tout petit peu de retard et il faut nous laisser un peu. D'accord. L'importante question de la dette publique.
Walia Adrien, on vous laisse vous acheminer jusqu'au micro. Bonjour, monsieur le gouverneur. Alors, pensez-vous que la digitalisation de la monnaie est nécessaire pour la relance de l'économie? Alors, pensez-vous qu'on pourrait s'inspirer ou même adopter le modèle de relance économique américain et donc finalement augmenter le budget du plan de relance et donc faire une surchauffe de l'économie et même continuer malgré une inflation en fait comme aux États-Unis? Alors, je vais répondre très vite à ces deux questions importantes. La digitalisation de la monnaie, ce n'est pas directement lié au Covid ou à la relance de l'économie, c'est simplement une évolution technologique. Hein. Si je me mets, je ne veux pas être très long sur l'histoire de la monnaie, mais si je me mets il y a 30 ans, on payait avant tout par billet et par chèque. C'est deux moyens de paiement qui sont en train de reculer beaucoup et aujourd'hui, on paye l'essentiel par carte et par mobile. C'est ça la digitalisation de la monnaie, hein, c'est la dématérialisation. Il n'y a plus de papier. Bon. Au passage, c'est assez bon pour l'écologie aussi. L'étape suivante, mais ça nous entraînerait, monsieur le député, pour une autre rencontre, le jour où je pourrais vraiment venir à Caen, c'est est-ce qu'on passe à un euro digital. Aujourd'hui, si vous voulez de la monnaie garantie par la Banque de France et la Banque Centrale Européenne, c'est un billet de banque. Si vous avez votre carte de crédit, c'est de la monnaie garantie par votre banque à vous, ce qui est très bien, mais la Banque de France, c'est encore plus solide. Et donc, il y a des gens qui disent ça serait bien qu'il y ait l'équivalent d'une carte de crédit Banque de France ou Banque Centrale Européenne. C'est ça qu'on appelle l'euro numérique. On commence la réflexion, on commence l'expérimentation. Les Chinois sont un peu plus avancés, mais c'est une décision très lourde, je pense, c'est à horizon de 5 ans. Hein. Alors, sur la question d'Adrien à propos de la relance, alors c'est vrai que ce que fait M. Biden est très impressionnant. Je pense quand même qu'il faut nuancer un peu la comparaison. D'abord, les Américains, les États-Unis avaient beaucoup de retard sur deux choses. Ils avaient beaucoup de retard sur les infrastructures. Certains d'entre vous ont sans doute été aux États-Unis. Si vous prenez un train aux États-Unis, c'est une catastrophe. Les autoroutes ne sont pas en très bon état, etc. Donc, ils avaient un retard d'investissement public. Et puis, par ailleurs, sur la solidarité, ils ont beaucoup moins d'assurance chômage que nous. Ils n'ont pas, vous le savez, d'assurance maladie universelle, même s'ils s'en sont rapprochés avec Obama. Bon. Et donc, toute une série de choses qui ont joué l'an dernier en Europe, hein, nos filets de protection sociale, aux États-Unis, ça a été remplacé par des chèques, les fameux chèques Trump et Biden. Alors, on dit c'est sympa, on fera mieux d'avoir ça en Europe. Oui, mais c'est des chèques qui ont compensé l'absence de dispositifs de sécurité sociale qui existent en Europe. Donc, j'ai tendance à dire aujourd'hui, mais c'est sans doute plus une question pour votre député, parce que ça, c'est les parlementaires qui décident le montant du plan de relance, ce n'est pas la Banque de France. J'ai tendance à dire aujourd'hui que la priorité, c'est déjà de bien dépenser les 100 milliards du plan de relance existant. Il faudra peut-être se poser la question, je ne sais pas, à l'automne, de savoir s'il manque des sommes sur tel ou tel chapitre. Je pense en particulier à la bataille des compétences et de la formation professionnelle. Mais ça, c'est quelquefois une petite maladie française, c'est qu'on n'a pas encore dépensé le premier plan et on se dit, tiens, il en faudrait un second. Bon, c'est les effets d'annonce. Il ne faut pas trop d'effets d'annonce. Moi, je suis très pragmatique. Essayons déjà de bien faire ce qui est annoncé avant de faire une deuxième annonce. Très bien. Et oui, pour information, on a engagé sur les 100 milliards du plan de relance entre 30 et 40 milliards d'euros à ce jour. Engagé, ça ne veut pas dire qu'il y a des crédits de paiement, mais ça veut dire que ce sont des opérations qui sont sélectionnées et qui sont programmées en fait dans l'année 2021, 2022 ou 2023. C'est déjà beaucoup et c'est déjà très bien. Hein. Je peux dire, on a le droit de temps en temps d'avoir quelques motifs de fierté française, hein, parce que on voit souvent nous-mêmes, on est assez critique ou trop modeste, mais je peux vous dire, je connais assez bien l'Allemagne. Il y a un certain nombre d'aides qui ont été beaucoup moins vite en Allemagne. Hein. Est-ce qu'on passe à la troisième partie sur la dette? Je me demandais si je l'introduisais ou si on passait directement aux questions. On peut peut-être passer directement aux questions. Voilà. Et s'il faut pour la réponse à une question, j'irai chercher mes slides. Mais...
Très bien. Alors, sur la question de la dette publique, de sa soutenabilité, sur son caractère nécessaire d'être remboursé, la Félicie du lycée Charles de Gaulle. Bonjour monsieur. La crise a entraîné une forte progression des dettes des États. En France, par exemple, elle atteint 120% du PIB, contre moins de 100% en 2020. Tous les États sont concernés avec une dette plus ou moins élevée. Un État en Europe pourrait-il faire faillite? Alors, c'est une vraie inquiétude de nos concitoyens, ça. Hein. Et vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début, là, la question d'Apollini sur l'épargne de précaution. C'est important qu'il n'y ait pas trop d'inquiétude. Parce que s'il y a trop d'inquiétude, cette fameuse épargne accumulée, elle va rester dans les bas de laine et elle ne se déversera pas dans l'économie. Hein. Le barrage va rester bloqué. Donc, là, je peux vraiment rassurer en réponse à la question de Félicie, non, un État en Europe, c'est difficile d'imaginer qu'un État en Europe puisse faire faillite, et en particulier que la France puisse faire faillite. Hein. Alors, ce n'est pas totalement impossible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise grecque en 2015, vous n'étiez pas vieux, mais moi j'étais déjà un peu aux manettes. La Grèce a failli faire faillite. Puis il y a eu une solidarité qui s'est mise en place, et puis un programme d'économie budgétaire en Grèce qui a été difficile, mais il faut éviter d'arriver à la situation de la Grèce. Mais heureusement, la France n'en est pas là. Pour autant, il faut que nous fassions attention. Hein. On ne peut pas continuer à avoir des déficits indéfiniment. Et quand on sera sorti de la crise, il faut qu'on commence à réduire les déficits et à réduire la dette, justement pour éviter de se trouver acculé à des mesures extrêmes comme celle de la Grèce. On enchaîne avec Gaël. Pardon. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour. Vous avez déjà bien abordé ma question, mais compte tenu de l'importance de la dette à 120% du PIB en France et dans de nombreux pays européens, ne serait-il pas plus simple, par exemple, d'annuler toutes les dettes publiques? Merci. Alors, ça serait plus simple, mais ce n'est pas possible. J'entends très souvent la question, et je voudrais simplement dire pourquoi ce n'est pas possible. Hein? D'abord pour une raison assez simple, c'est que une dette c'est fait pour être remboursée. Et imaginez que voilà, vous avez prêté 50 € à quelqu'un de votre famille et que un jour, comme ça, le cousin à qui vous avez prêté ou l'ami à qui vous avez prêté lui dit « Tiens, je voulais te dire, je ne vais pas te rembourser les 50 €. » Bon, d'abord, vous allez trouver ça très désagréable. Et ensuite, vous ne lui prêterez plus jamais. Si jamais il vous redemande, vous direz, écoute, là, tu charries un peu. Hein. Or, ça serait très ennuyeux qu'on ne nous prête plus jamais, parce qu'un pays comme la France, mais c'est le cas aussi de l'Italie, des États-Unis, etc., il a besoin d'emprunter tout le temps. Je vous surprends peut-être, mais toutes les semaines, l'État français emprunte pour financer sa trésorerie et un certain nombre de dépenses. Et donc, on ne peut pas se permettre de casser la confiance des prêteurs. J'ai été, certains d'entre vous doivent regarder Quotidien, j'ai été une fois à Quotidien avec Yann Barthès. Et ils m'ont posé exactement la question de Gaël. Et j'ai répondu ce que je venais de dire, et Yann Barthès m'a dit, mais c'est pas grave. Il a même dû dire, on s'en fout qu'on ait perdu la confiance parce qu'on n'aura plus besoin du prêteur. Et j'ai dit, Yann Barthès, détrompez-vous, le prêteur, on en aura besoin la semaine prochaine. Donc, on ne peut pas casser la confiance des prêteurs. Alors, il y a une variante dans la question de Gaël, qui est de dire, oui, mais il y a un prêteur qui est un peu particulier, c'est la Banque centrale. Et il se trouve qu'effectivement, je ne suis pas rentré dans les détails de la politique monétaire, mais une des façons pour nous d'apporter notre soutien, de mettre à disposition ces 750 milliards dans l'économie, ça a été d'acheter des obligations émises par les États européens, dont la France. Et donc, je simplifie un peu, la Banque de France détient des centaines de milliards de dettes françaises. Alors, quelquefois, on me dit, écoutez, monsieur le gouverneur, faites un effort au moins là-dessus.
vous pouvez les annuler. Et là, la réponse est aussi non. Et c'est aussi non pour deux raisons. La première, c'est que c'est interdit par le traité de Maastricht qui a institué l'euro. Et ce n'est pas simplement une question de règles européennes, de Bruxelles qui nous interdit, c'est une question de confiance. Vous vous rappelez le slide de tout à l'heure, les Français et les Européens font confiance à l'euro parce qu'il y a des règles du jeu qui font que c'est une monnaie solide, gérée par des banques centrales solides. Et donc, nous n'avons pas le droit d'annuler comme ça les titres que nous détenons, parce que ça, dans l'histoire, ça se traduit toujours par de l'inflation et de la perte de confiance dans la monnaie. Et d'ailleurs, même dans les pays qui n'ont pas les règles de l'euro, hein, les États-Unis, le Canada, le Japon, personne ne parle d'annuler la dette. Il y a une autre raison, c'est que supposons quand même que j'ai le droit. J'ai dit tout à l'heure que la Banque de France, ça appartenait à tous les Français. Alors on peut se dire, si on annule, il se trouve que c'est à peu près 600 milliards, hein, la dette française détenue par la Banque de France. Si on annule ces 600 milliards, ben nous tous les Français, là, pendant une seconde, on s'est enrichi de 600 milliards, parce qu'on a 600 milliards de dettes de moins. Bonne nouvelle. Oui, mais ça dure une seconde. Parce que la seconde suivante, moi, je suis obligé de constater une perte, un trou équivalent dans le bilan de la Banque de France. J'avais 600 milliards qu'on devait me rembourser dans quelques années. Je sais qu'on ne me les remboursera plus. J'ai perdu 600 milliards. Ce n'est pas moi qui les ai perdus. Comme la Banque de France appartient à tous les Français, c'est nous tous. Donc, on vient de reperdre les 600 milliards qu'on avait gagnés la seconde précédente. Voilà, donc ce n'est pas une solution. Par contre, on y viendra peut-être à propos des autres questions. Il y a des solutions au problème de la dette. Il faut du temps et il faut un certain nombre de réformes. Je crois qu'il ne faut pas attendre de solutions miracles comme l'annulation, mais il y a des solutions dans la durée. D'ailleurs, un certain nombre de pays autour de nous ont réussi à diminuer leur dette publique, l'Allemagne, mais aussi beaucoup de pays du nord de l'Europe. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à la question de Gaël. Merci, M. Gouverneur, pour cette réponse très complète sur cette question effectivement récurrente dans les débats publics. Je vous propose qu'on enchaîne sur les 3 prochaines questions parce qu'elles ont pas mal de liens entre elles. Et pardon à Erevan, qu'on a appelé Gaël, et c'est de ma faute, c'était bien Erevan qui posait la question précédente. Ah ben je suis désolé. Alors nous avons la question de Thomas et se préparent ensuite Pierre et François pour le lycée Jeanne d'Arc. Thomas du micro-lycée. Bonjour Monsieur le Gouverneur. Je souhaiterais vous interroger sur ce qui me semble être un paradoxe. D'un côté, la dette de la France atteint aujourd'hui 120% du PIB. Elle pourrait être qualifiée d'inquiétante. D'un autre côté, la BCE rachète des titres de dette publique qui encouragent les pays à s'endetter, car le coût de cet endettement est plus faible grâce à l'intervention de la BCE. N'y a-t-il pas un risque d'aléa moral à encourager les pays à s'endetter alors que leur niveau de dette est inquiétant? Et selon vous, la BCE doit-elle maintenir cette politique? Merci. Merci Thomas. Pierre. Bonjour, Pierre Lelouvier. Si la dette atteint un niveau inquiétant, aura-t-elle des effets sur la vie future des adolescents? Merci. Merci Pierre. Et enfin François. Bonjour. Bonjour. Une question sur les indicateurs de la dette. À partir de quelle proportion du PIB la dette est-elle considérée comme inquiétante par la Banque de France? Merci à vous. Alors, je vais répondre aux 3 questions ensemble et peut-être, je ne sais pas si on peut projeter ma diapositive numéro 12 parce qu'au fond, elle va m'aider à répondre rapidement à vos 3 questions. Est-ce qu'il y a je vais les prendre à l'envers, si vous voulez bien, en commençant par la question de François. Est-ce qu'il y a un niveau, voilà, on va regarder ce qui est à gauche. Est-ce qu'il y a un niveau inquiétant de la dette publique? Alors, à gauche, vous voyez la dette qui à chaque fois est exprimée non pas en milliards d'euros, mais en proportion du PIB, parce qu'il faut rapporter la dette à la taille de l'économie. Et ça part de 1990. Alors, vous n'étiez pas né, mais ça a le mérite de donner la longue durée.
Aujourd'hui, l'un d'entre vous l'a dit, hein, la France est en bleu, on est à peu près à 120% du PIB quand vous regardez 2020-2025. Il y a 30 ans, on était à 3 fois moins, 40%, vous voyez. Et ce qui est inquiétant, c'est un peu le niveau, mais c'est surtout la tendance. C'est-à-dire que ça ne cesse pas d'augmenter. Et il se trouve que la tendance est plus mauvaise en France que dans les autres pays européens. On va regarder, si vous voulez bien, la courbe rouge, c'est-à-dire l'Allemagne, et la courbe noire, c'est-à-dire la moyenne de la zone euro. Vous voyez qu'au début, la France est comme l'Allemagne. Et en gros, on est comme l'Allemagne jusqu'à 2008-2009, c'est-à-dire la grande crise financière. Et malheureusement, depuis, l'Allemagne a su se désendetter quand ça allait mieux, parce qu'après la crise financière, on a eu des années relativement favorables sur le plan économique. Et la France, elle a continué à augmenter sa dette. Et puis, quand arrive la crise Covid, l'Allemagne, comme la France, augmente. Simplement, vous vous souvenez, la cigale et la fourmi. La fourmi, elle a reconstitué son grenier pendant ce temps-là, c'est l'Allemagne, et la cigale, elle a continué à augmenter sa dette. Et si je compare à la moyenne de la zone euro en noir, vous voyez qu'on était moins endetté que la moyenne jusqu'à la crise financière de 2008-2009, et maintenant on l'est plus que la moyenne. Et donc ça montre que nos voisins, ils ont réussi à faire mieux que nous. Ce qui m'inquiète le plus, je ne vais pas vous dire qu'il y a une limite absolue à tel ou tel chiffre. Vous vous souvenez peut-être que dans le traité de Maastricht, on avait dit que le bon chiffre, c'était 60%. On pourrait admettre que c'est plus aujourd'hui, davantage que 60%, parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas. Donc 60% autrefois vous coûtait plutôt plus cher que 100% aujourd'hui. Mais par contre, on ne peut pas continuer une tendance où on augmente toujours. Parce que là, on va arriver sur la question de Pierre. C'est que c'est une question de solidarité entre générations. Ceux qui ont à repayer la dette, c'est un transfert dans le temps. C'est je vis aujourd'hui au-dessus de mes moyens et je compte sur ceux qui travailleront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans pour repayer la dette que j'ai générée aujourd'hui. Ce n'est pas très responsable, ça. Hein? On parlait de développement durable tout à l'heure. Ça, ce n'est pas de la finance durable. On repousse le problème devant nous. Et donc, je crois qu'il sera important, quand nous serons sortis de la crise, de commencer à descendre en dessous de ce niveau de 120%. Je ne dis pas qu'il faut redescendre à 60%, faut probablement… Sur 10 ans, nous estimons, si on stabilise les dépenses, comme je disais tout à l'heure, nous estimons qu'on peut redescendre vers 110, voire 100% du PIB. Ça resterait élevé, mais ça serait la première fois, vous voyez, dans notre histoire récente, que la courbe bleue descendrait. Et donc, on ferait ce qu'ont fait nos voisins européens. On pourrait d'autant plus le faire que si je regarde le graphique de droite, nous avons à la fois une dette plus élevée que la moyenne, mais des dépenses publiques beaucoup plus élevées que la moyenne. Or, nos voisins européens, ils ont à peu près la même chose que nous. Ils ont des trains qui fonctionnent, ils ont une éducation nationale qui fonctionne, ils ont une sécurité sociale. Ce n'est pas comme les États-Unis. Et donc, ils arrivent à faire la même chose, ils arrivent à faire aussi bien, moins cher. Essayons de voir si on ne peut pas améliorer l'efficacité de nos dépenses. Et puis, je termine par la question de Thomas. Je vais la poser de façon moins élégante, mais Thomas, est-ce que vous êtes d'accord si je résume votre question en disant « Ouais, mais vous nous expliquez tout ça, mais vous, Banque centrale, est-ce que vous n'êtes pas un peu poussé au crime ? Parce que, comme vous nous avez expliqué, vous rachetiez de la dette et puis que vous facilitiez des taux très bas en Italie, en Espagne, en France, est-ce que vous n'êtes pas responsable de cette facilité de la dette ?» C'est une question que j'entends souvent. Hein. Mais je ne crois pas que nous soyons responsables et je voudrais dire pourquoi. La première, c'est que quand vous regardez ces courbes que vous avez sous les yeux, là à gauche, vous voyez que malheureusement, la tendance française à l'augmentation de la dette, elle est très ancienne. On aurait même pu faire monter la courbe tout au long des années 80. À l'époque, il n'y avait pas du tout ces taux d'intérêt très bas et ces politiques d'achat de dette par les banques centrales, et quand même, on avait cette tendance. Et puis l'autre raison, c'est qu'on avait quand même un devoir d'intervention. C'est pour ça que je vous ai rappelé la situation italienne. Si on avait dit à l'Italie, c'est la courbe verte, là, donc elle est encore plus haute que nous.
Vous vous mettez en 2019, je ne sais pas si vous voyez, ils sont à 130% à peu près. Et on avait dit à ce moment-là à l'Italie, désolé, vous devez faire face à des dépenses exceptionnelles. Honnêtement, ils n'étaient pour rien dans la crise Covid. Mais on ne va pas du tout vous aider parce que vous avez fait des erreurs dans le passé. Et tant que vous n'avez pas corrigé vos erreurs du passé, on ne va pas venir à votre secours. C'était irresponsable. On ne pouvait pas faire ça. Au nom de l'humanité, de la solidarité et même de l'efficacité économique. On ne va pas laisser l'Italie s'enfoncer. Donc, je crois qu'on a fait ce qu'il fallait dans la crise. Mais par contre, ça sera très important, une fois sorti de la crise, qu'on fasse comme les courbes rouges et noires, là, qu'on commence à se désendetter. Ce que, comme vous voyez sur ce graphique, on n'a, nous, jamais fait depuis plus de 30 ans. Voilà, je m'arrête peut-être là-dessus, monsieur le député et vous tous, pour tenir l'horaire. Et je vous remercie encore de la qualité de vos questions. En tous les cas, merci, vous n'avez absolument rien perdu, mais ça ne m'étonne pas de votre qualité didactique, monsieur le gouverneur, qu'on apprécie beaucoup à la Commission des finances. Merci de vous être livré à cet échange qui était très riche, que j'ai trouvé absolument passionnant. Et à très bientôt, parce que je crois qu'on se voit la semaine prochaine, en Commission des finances d'ailleurs. Vous allez à nouveau être sur la réglementation des banques, qui est, je le dis pour tous ceux qui participent à la rencontre, qui est un sujet très important. Alors ça porte un nom technique horrible, ça s'appelle BAL 3, mais là c'est un exemple positif. C'est-à-dire qu'on a retenu à l'échelle internationale les leçons de la crise financière précédente, on a renforcé les règles de sécurité des banques et du coup on n'a pas eu de problème bancaire dans cette crise Covid. Si j'ose dire, ça serait ajouté à tous les autres problèmes. Heureusement, on ne l'a pas eu parce qu'on a su prendre les règles de sécurité internationale. Monsieur le gouverneur, merci. Vous nous autorisez à diffuser le PowerPoint à l'ensemble des élèves qui ont participé. Oui. Un grand merci. À très bientôt. Merci.